Un autre outil qui existe depuis 2014, Emmanuel Dupuis, c'est l'organisation de référendums. Je voudrais qu'on regarde cette citation hier du patron de Russie Unie, qui est quoi, le premier parti Parti du président. Le parti russe de Vladimir Voilà, Poutine. merci à vous. Voilà ce qu'il disait hier. Donetsk, Lugansk et de nombreuses autres villes russes vont enfin retrouver leur port d'attache. Il serait opportun d'organiser ces référendums dans le Donbass et les territoires libérés le 4 novembre. C'est le premier à donner une date. On verra tout à l'heure quelle est la valeur de cette date, quel est le sens de cette date. Mais d'abord, on va s'arrêter sur le précédent de 2014. Après l'invasion de la Crimée, Émilie Brossoulou, merci d'être avec nous. Rappelez-nous ce qui s'était passé à l'époque, justement, comme consultation. Oui, alors pour rappel, la Crimée se situe juste ici. C'est une péninsule qui est située au sud de l'Ukraine et qui est très stratégique pour son accès aux mers chaudes. Alors la Crimée a été annexée en mars 2014 par la Russie après une intervention des forces spéciales russes. Et je vous propose de revenir sur les événements qui se sont déroulés précisément le 16 mars 2014. Alors le peuple est invité à se rendre aux urnes avec deux choix possibles. Le rattachement pur et simple à la Russie, ou l'autre choix, un retour au statut d'autonomie élargi de la Crimée au sein de l'Ukraine. Et il faut savoir que ce référendum a été voté dans l'urgence et organisé seulement en 10 jours. Sauf que sur place, la pression est maximum. Absolument. L'armée russe occupe les routes de Crimée, les aéroports, les militaires sont partout. Aucun vol ne décolle à l'exception des vols pour Moscou. Les soldats, donc, vous le voyez ici, bloquent les bases militaires, les entrées de la ville. On estime que 25 000 militaires russes sont présents sur place. Moscou continue d'envoyer des troupes au fur et à mesure. L'agence Reuters affirme même que dans les villes, ces soldats laissent des milices pro-russes verrouiller l'élection. Et donc, le résultat tombe. 96,8% de voix favorables au rattachement de la Crimée à la Russie. Et 2 jours plus tard, donc, l'Assemblée fédérale à Moscou acte l'incorporation de la Crimée, de la Crimée et de Sébastopol comme 2 nouveaux sujets de la Fédération de Russie. Une annexion, donc, qui se fait, vous l'avez compris, alors que la région était occupée militairement par l'armée russe. Et en plus, aucun observateur international n'était présent sur place. Merci beaucoup, Émilie, pour ce rappel historique. Emmanuel Dupuis, le fait que ce soit le parti de Poutine qui l'annonce, ça veut dire que c'est Poutine lui-même qui a fixé la date. Et quelle date ? Oui, alors vous avez raison de rappeler cette date. On est au XVIIe siècle. C'est la date qui commémore la révolte populaire qui chasse les Polonais de la ville de Moscou. Donc ça a une valeur de symbole. Donc c'est la journée dite de l'unité nationale russe. Donc c'est un jour férié en Russie ? C'est un jour férié, mais c'est surtout un jour symbolique. Ça a une charge émotive très forte. C'est la raison pour laquelle, sans doute, évidemment, cette date a été choisie. Alors vous avez mentionné le référendum du 16 mars 2014. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a qu'une partie infinitésimale de la population mondiale qui reconnaît ce référendum. Il n'y a que 11 pays qui reconnaissent ce rattachement à la Crimée. Le Vladimir Poutine, quand il a lancé son opération militaire spéciale, avait entendu la volonté de la part des 2 républiques autoproclamées de se rattacher à Moscou. Donc d'une certaine façon, il ne fait que confirmer dans son narratif l'objectif qu'il s'était donné 2 jours avant l'invasion des troupes russes, le 22 février dernier. Avec l'objectif, c'est important, de faire des référendums dans le Donbass. Dans le Donbass, Kherson, Zaporijjia. Le communiqué parle du Donbass. Il ne parle pas de Kherson et Zaporijjia. Il parle de Lugansk et de Donetsk. Encore une fois, dans la compréhension, la dialectique russe, en disant nous avons fait une opération militaire spéciale à la demande d'autorités qui veulent elles-mêmes se rattacher à la Russie. Maintenant, le contexte militaire est tel que, autant à Lugansk, les troupes ont avancé malheureusement sérieusement, Donetsk, ce n'est pas tout à fait le cas. On le voit avec cette carte, il y a que la moitié... Mais il ne parle pas de l'oblast, d'ailleurs, il parle des villes. Et c'est il parle des villes, effectivement, il parle des villes. Mais il ne parle pas de Zaporijjia, il ne parle pas de Kherson, il ne parle pas de Berdiansk, qui évidemment pourraient évidemment être à l'esprit, puisqu'un certain nombre d'autorités locales mises en place par la Russie évoquent continuellement le fait qu'il faille faire des référendums. Alors, Sarah Daniel. Oui, absolument. Ces autorités locales, que ce soit l'autorité à Mariupol, parlent de ces référendums. Ces référendums, il faut le rappeler, qu'ils ont toujours été vraiment au cœur des dissensions entre les Ukrainiens et
Et les Russes, ça a été un des points d'achoppement des accords de Sochi. Et Zelensky n'a jamais reconnu, a toujours refusé même la perspective, même sous contrôle international, qu'on organise de tels référendums. Il avait trop peur des manipulations et d'être amputé d'une partie de son territoire. Ça a été le cas en 2014 quand même. Ça a été absolument le Il y cas. a eu, on l'a rappelé, un corps électoral très faible. Oui, même si, bon, après, sur la Crimée, on peut se demander si c'est pas la partie peut-être la plus La plus russophile. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, là, ça procède clairement d'une intention de russifier tout. Et surtout dans la hâte, c'est ce qu'on voit. C'est aussi un signe, à mon avis, c'est pas un très bon signe pour les Russes. Mais vous pensez qu'ils auront lieu, ces référendums? Maintenant, on a une date. Vous savez, ils peuvent avoir lieu même dans la hâte, sans que ça soit très bien organisé. S'il n'y a pas d'observateurs internationaux, ça peut se faire vraiment de diverses manières. Hein. On a déjà vu ce genre d'opération organisée à la hâte, très peu démocratique. Et avec une question, Ouais, la question c'est êtes-vous favorable à l'annexion ou au rattachement de votre territoire à la Fédération de Russie? Voilà. Et on voit bien quand même qu'un certain nombre de conditions doivent être remplies, puisque ces référendums, si je ne m'abuse, devaient avoir lieu en septembre, et que décision a été prise. Donc du côté du pouvoir russe, on sent bien qu'il faut avoir établi un minimum de formalisme dans cette... Oui, mais alors vous avez raison de rappeler que les autorités locales, on va peut-être les entendre d'ailleurs, les autorités locales avaient, il y a quelques jours, émis un doute, évidemment, sur la tenue Il y avait déjà une première date. de ces référendums. On écoute. Oui, nous nous préparons à un référendum et nous le tiendrons. La région de Kherson prendra sa décision et fera partie de la Fédération de Russie. Elle deviendra une région à part entière. En tant que chef de l'administration civilo-militaire, j'ai décidé d'organiser un référendum qui aura lieu au début de l'automne. Voilà, alors eux, ils sont formels. Nous allons c'est le la faire. nouvelle Et là, décision. Kherson, Zaporijjia, c'est la nouvelle décision. Il y a quelques jours, la même autorité faisait entendre qu'il y avait un doute et que face à l'offensive, on ne pourrait peut-être pas l'organiser. Et oui, parce qu'en fait, ils avaient Voilà la déclaration qui a semé la confusion sur la volonté réelle des Russes et des autorités locales c'est d'organiser l'annulation le référendum. des référendums prévus au 11 septembre prochain, dans quelques jours, qui étaient des référendums qui étaient en fait sur le calendrier électoral russe, à savoir que plusieurs régions, plusieurs oblasts en Russie votaient. Et c'était l'occasion, le symbole fort pour dire, ben voilà, ces régions vont faire partie de la Russie, faisons voter les personnes qui y habitent en même temps. Ça a été abandonné. Ça montre d'ailleurs une énorme fébrilité au sein du Kremlin et au sein des troupes d'occupation sur place, parce que ces référendums, comme le disait le général Desportes, faut un minimum de formalisme quand même pour les organiser, même si la communauté internationale n'est absolument pas dupe. Il faut que ça se passe quand même dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, Kherson, Zaporijjia, tout près de la centrale qui porte le nom de la ville, mais même dans le Donbass, Donetsk et Lugansk, ça va être compliqué, d'autant plus que les régions, elles ne sont pas totalement occupées. Celle de Lugansk, quasiment, mais même la région de Donetsk, les Russes devraient encore en conquérir un tiers de plus, ils en ont que 2 tiers, pour pouvoir dire cette région est russe, elle peut être rattachée. Et le fait de donner cette date dans la précipitation ou pas, ça signe aussi une forme de confusion, peut-être de dissensus entre Moscou et les autorités locales. Comment l'interpréter ? Pas vraiment un dissensus, mais je pense que là, ça montre une fébrilité, ce que vous disiez. Il faut des dates. Oui, voilà, il faut avancer, même si on n'a pas totalement pacifié l'endroit, mais la volonté, en tout cas, excusez-moi, la volonté de conquérir, de russifier ces régions, elle est établie. C'est John Kirby, le représentant de la Maison-Blanche, qui disait qu'il y avait un plan très détaillé, vous savez, dans cette volonté comme ça des Américains de partager tout ce qu'ils savent, tout ce que c'est la CIA. Tous les renseignements. Il y avait des plans très détaillés, ville par ville, oblast par oblast, région par région. Alors c'était l'instauration de banque centrale, la diffusion du rouble, et puis enfin, pour couronner, pour asseoir la chose, ces référendums. Et en effet, voilà, donc là, ils ont décidé de ne pas attendre complètement que le processus se soit déroulé, ce qui, à mon avis, est mauvais signe. C'est mauvais signe. Est-ce que ça se fera ? Je ne sais pas, Emmanuel Dupuis. C'est d'autant plus mauvais signe que les personnes que vous avez montrées à l'écran sont des représentants un petit peu fantoches
de l'administration, parce que ce sont tous des anciens officiers du KGB. Et ils ne découlent d'aucune légitimité, mourir très vite. quelle que soit. Donc forcément, c'est à Moscou que tout ça se décide. Puis il y a un autre événement qui rend l'organisation de ces référendums un peu aléatoire, c'est que depuis cet été, il y a non seulement la contre-offensive sur Kherson, mais désormais la Crimée qui est ciblée. Et donc forcément, le symbole d'avoir la Crimée qui devient de facto plus instable. Un certain nombre de bases ont été ciblées. Le chef d'état-major ukrainien a rappelé il y a 48 heures que 10 avions russes auraient été détruits lors d'une frappe cet été. Le quartier général de la marine russe, à Sébastopol, a aussi été victime d'une frappe. Ça veut dire que, alors que l'on veut faire des référendums dans des régions nouvellement conquises, là où il y a un référendum qui est supposé acter et verrouiller la russification de la région, il y a de plus en plus de Russes qui quittent la Crimée et de plus en plus d'hésitations sur, disons, d'interrogations sur la stabilité en Crimée. Et puis un deuxième élément, c'est que ces référendums, d'une certaine façon, viennent, je crois, confirmer le fait que la Russie est quasiment certaine qu'elle ne pourra plus conquérir de nouveaux territoires. Ah bon ? Et donc, de facto... Pourquoi ? Parce qu'il y a une contre-offensive ukrainienne. Pourquoi est-ce la preuve que... Ça veut dire que si on organise des référendums, le premier objectif politique est atteint. Et que, accessoirement, ça donne la priorité sur les zones qu'on a conquises pour essayer de les stabiliser, pour essayer de les arrimer institutionnellement à la Russie. Est-ce que ça n'est pas aussi l'idée de taper sur le moral des Ukrainiens ? Je crois que les Ukrainiens ne font, à mon avis, peu de cas de ces référendums fantoches. Ah bon ? Vous pensez que Zelensky ne les redoute pas par-dessus tout ? Je ne crois pas que Zelensky les redoute. Oui, bien sûr. Quand même. Il les redoute. Alors, je vais vous dire mon propos. Il les redoute certainement. Mais encore une fois, ça n'empêchera pas les Ukrainiens de penser que ces territoires restent ukrainiens. Ça ne change rien dans la détermination. Il est sur un plan militaire, lui, de toute façon. Oui, il est sur une volonté de reconquête territoriale. Et ces référendums semblent donner l'impression que, comme l'Ukraine est en train de lancer une dynamique, même si c'est sans doute exagéré, on ne peut pas parler de contre-offensive sur Kherson. En même temps, les Russes n'avancent pas, ou très peu, dans le Donbass. Et donc, ça donne l'impression que l'étape, maintenant, elle est plus politique que militaire. Vous pensez que c'est un peu conclusif, finalement. Je dis pas que c'est conclusif. Je dis que pour temporiser et pour donner l'impression qu'on n'est pas dans une logique de régression, il faut proposer quelque chose qui, politiquement, donne l'impulsion du côté russe. Alors, vous disiez les Ukrainiens, même pas mal. Il faudrait qu'on écoute la vice-première ministre ukrainienne. On lui a posé précisément la question il y a une semaine sur cette question, Madame Irina Vereshchuk. Législation, y compris la constitution ukrainienne, interdit le déroulement de ce type de référendum. Il ne peut pas y avoir de référendum pendant la loi martiale. Nous appelons nos citoyens ukrainiens qui se trouvent sur les territoires temporairement occupés, notamment de Kherson, de ne pas participer à tout type de référendum. Et si les gens arrivent quelque part sur les bureaux de vote ou participer à des commission électorale, leur participation sera considérée comme une violation en pénal, comme un crime. Voilà, comme un crime de participer à ces consultations. Ça veut quand même dire qu'il les redoute un petit peu, non, général ? De menacer ainsi sa population qui serait tentée d'aller voter. Je ne sais pas s'ils redoutent, mais enfin, ils mettent en garde. Moi, ça me paraît assez normal. Je voulais juste rajouter tout à l'heure un phénomène dont vous n'avez pas parlé et qui est croissant, c'est le phénomène de la résistance locale et des attentats. Et on voit bien que ça va jouer, que c'est en train de s'amplifier, c'est en train de s'organiser. Et donc, ça risque de remettre en cause encore plus les référendums du 4 novembre. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se tenir en temps de guerre ? Là, en ce moment. Non, évidemment pas. On a dit, il y a un certain nombre de formalismes, mais il faut quand même essayer de montrer qu'on fait ça de façon propre. Sinon, ça n'a évidemment aucune valeur, y compris vis-à-vis de la population russe. Donc oui, ça n'est pas possible. Mais quand même, c'est de la politique intérieure. C'est la politique intérieure, bien oui, sûr. mais quand même, les Ukrainiens, si Zelensky voit dans une de ces localités organiser un référendum pour le rattachement en pleine guerre, pour lui, c'est un coup dur, non, Sarah Daniel ? Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il menace. Non, mais pour eux, c'est crucial. En plus, c'est les amputer d'une partie de leur population. Imaginez que ces référendums soient complètement truqués, ce qu'on peut imaginer, que ça soit partial, mais que malgré tout, il y ait quand même après un résultat positif pour la Russie. Ils pourront s'appuyer sur une sorte de légalité fantoche, mais qui sera quand même là. Et c'est ce qu'on a vu en Crimée, c'est ce qu'on a vu aussi dans les oblasts de Lugansk et de Donetsk quand ils ont distribué des passeports. Comment
comment savoir, Oui. comment... Et donc évidemment, C'est pour eux, quand même pour une eux, ça- menace pour eux. pour eux, bien il sûr. n'est pas question que ça se tienne. Emmanuel Voilà. Dupuis. Il n'est pas question que ça se tienne, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'une partie de la population sera forcée de voter. Elle n'ira pas forcément de son plein Vous gré. voulez dire C'est ce que je qu'ils vous dis. iront Donc, voter avec j'ai des pas dit que ça kalachnikovs allait sur la passer. tête? Justement, c'est Et pour pour ça les que Ukrainiens, c'était c'est pour ça inenvisageable. qu'il faut On ira pas les chercher avec des armes pour qu'ils aillent au bureau de vote? et un seul bulletin. et un seul bulletin. Enfin, Et un seul souvenons-nous bulletin. quand Et même. même le taux de participation. Souvenons-nous sera du falsifié. résultat en mars 2014, le 16 mars 2014 en Crimée. Regardez ce qu'ils ont organisé 96,77. à Mariupol quand ils ont pris la ville, une sorte de marche de victoire Oui, oui. dans la ville, Où les Je dirais- Ukrainiens étaient forcés. où les Ukrainiens étaient forcés de participer et qui Ils n'ont étaient- pas fêté le 8 mai. Ils n'ont pas Le fêté 9 le 8 mai, mais oui, Ils voilà. ont été Et malgré forcés. tout, ils ont pu mettre en scène une prise joyeuse de la ville. Oui, vous vouliez Il y a un autre rajouter phénomène, c'est qu'il y a aussi de l'impatience du côté des républiques autoproclamées. C'est estimant que l'avancée russe n'est pas suffisamment rapide, il y a de plus en plus un narratif comme quoi Sergei Shoigu devrait être limogé car il n'a pas réussi à conquérir aussi vite que le souhaiteraient les autorités autoproclamées. Je pense notamment à Igor Gerkin, qui est un officier du KGB qui avait déjà mené l'opération en 2014, qui dit que, en gros, à Moscou, on n'a pas pris conscience de la nécessité d'aller plus vite. Donc il y a aussi, de la part de Moscou, une volonté de répondre Voilà. à cette attente. Alors, dernière question. Xavier, je rebondis sur l'idée que les Russes viennent chercher les électeurs ukrainiens dans leur maison. Ils seraient forcés d'aller voter. Donc, vous dites c'est pas nouveau. Il y a déjà eu ainsi des populations forcées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas par les Russes. Et quand elles arrivent au bureau de vote, elles sont passibles de poursuites pour crimes de guerre par les Ukrainiens. Donc, franchement, l'étau est quand même très douloureux. Oui, mais ça va un peu dépendre des régions, dans la région de Kherson, mais qui n'est pas évoquée encore une fois dans le communiqué. Il y a une résistance très active qui agit au quotidien, dans le Donbass aussi, mais c'est un peu moins fort. Et là, il est d'ores et déjà prévu pour eux, ils l'ont déjà annoncé sur Telegram, sur Twitter, de tout faire pour perturber ces élections jusqu'à faire des attentats dans les bureaux de vote. Donc ça va être très compliqué pour l'occupation russe d'organiser ces élections sous occupation, même si on bourre les urnes, même si on falsifie les résultats. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le communiqué, il vient pas du Kremlin, c'est pas Peskov qui nous annonce Oui, qu'il y aura c'est ce des qu'on disait tout à référendums, l'heure. c'est les Nations Unies, c'est la Russie unie. Donc c'est politique en fait. Et le Kremlin aura beau jeu le 4 novembre de dire finalement non, certains politiques russes, vous pensez même que- de notre parti, voulaient qu'on leur... Si ça du moment que continue... c'est pas sourcé Non, du mais Kremlin. si on est sur la même dynamique en termes de guerre, ce que je ne sais pas, si les avancées ukrainiennes se poursuivent et si la pression est toujours maintenue. Moscou s'est donné une porte de sortie. Exactement. En ne signant Notamment pas si la rive elle-même droite la date de Kherson était récupérée par les Ukrainiens. Alors, à propos de la guerre, enfin des moyens de la guerre et de la mobilisation, je voudrais juste, avant de vous quitter, avant que vous ne nous quittiez, un petit mot sur une réunion de l'OTAN. 40 pays qui vont se réunir pour faire le point sur les livraisons d'armes. Ma question, elle est simple. Est-ce que la mobilisation, précisément, reste la même en termes de livraison d'armes à l'Ukraine? Je crois que le problème est moins un problème de mobilisation que de capacité. On a bien vu que de capacité des nations occidentales à poursuivre sur le même rythme leur livraison. Je prends un cas simple qui est le cas de l'armée française. On a donné quasiment un peu moins d'un tiers de nos canons d'artillerie à l'Ukraine. On ne peut pas aller plus loin. On a donné quasiment toutes nos munitions d'artillerie à l'Ukraine. On voit bien qu'on ne peut pas aller plus loin. On voit bien que maintenant, les États-Unis ont donné une partie importante de leurs roquettes ou de leurs fusils HIMARS aux Ukrainiens. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce que eux, leur problème, c'est quand même la Chine. Donc on voit bien que dans le moment, on peut avoir la volonté de donner et que nous n'avons pas les stocks. Et que nos chaînes de production ne permettent pas de rétablir des stocks qui permettraient d'en donner. Ouais. Et c'est un peu là-dessus que compte M. Poutine, d'ailleurs, pour D'accord. tenir jusqu'à l'hiver. Alors, Emmanuel, Oui, Dupuis, alors, même question, parce que c'est le nerf de la guerre, on rappelle. Si les Ukrainiens n'ont plus d'air, il lui en faut de plus en plus des armes. Alors, Oui, alors il y a effectivement la capacité donc, de nos chaînes de production. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a évoqué le fait qu'il fallait 40 Césars supplémentaires pour que des 76, on passe à 120. Alors que, évidemment, il y a une demande croissante, comme le général le disait, on en a livré 16 à l'Ukraine. Je crois qu'il y a aussi cette problématique pour les systèmes anti-chars Javelin. Les Américains en ont livré près de 6 000. Ils ont un problème de capacité. Mais il y a un problème financier. J'étais à une réunion de l'OTAN il y a quelques jours à Bucarest, et le chef d'état-major adjoint de l'OTAN nous a quand même rappelé les chiffres. Les Américains en sont à leur 20e package de défense.
Depuis août 2021, on a D'annonce dépassé de livraison. 11 milliards de dollars qui ont été livrés aux forces armées ukrainiennes en termes financiers. Si on continue ainsi, c'est quasiment 125 milliards que les Américains souhaiteraient livrer d'ici l'année prochaine. Est-ce qu'ils auront les moyens de le faire? Je ne suis pas certain, sachant que le coût de la guerre, et c'est un ancien conseiller de Vladimir Poutine qui l'évoque, du côté russe, c'est important. 500 à 900 millions de dollars par jour. Et donc, Problème d'argent, problème de stock. Très problème vite, de renouvellement du stock. Sarah Daniel. La volonté est là. On voit qu'il y a les Américains, il y a les Anglais qui sont à 4 milliards de dollars. Enfin, il y a vraiment une volonté. Bon, Qui ne fléchit pas. Qui ne fléchit pas. Après, il y aura peut-être en effet un manque. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, comme Zelensky veut faire feu de tout bois, il a lancé une grande campagne de drones. Et voilà, il y a on aurait pu parler des drones. Il y a encore beaucoup de choses pour la petite guérilla aussi qui se livre. Qui est très importante. Et qui est très importante. Parce que ça a infligé des défaites assez symboliques, ces drones, notamment sur l'île des Serpents. Enfin, voilà, on peut en parler longuement. Voilà, Xavier Giacomenu, on vous retrouve. Vous venez vous revenez à 11h30 pour votre chronique du Temps de l'Info. Merci beaucoup, Général de Porte, Sarah Daniel. Merci de nous avoir accompagnés depuis 9h. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, d'être venu sur le plateau du Temps de l'Info. Dans un instant,